19h sur Al24 News, vous regardez Al24 News, les titres de ce journal. Zoom sur le secteur automobile algérien qui renaît de ses cendres à la suite de la publication d'un nouveau cahier des charges régissant l'activité. Nouveau coup de pression en Asie du Nord-Est, Pyongyang aurait procédé au lancement d'un nouveau missile balistique. Nous ferons le point dans cette édition. La Palestine et Gaza de nouveau endeuillés à la suite d'un grave incendie ayant coûté la vie à 21 personnes. Enfin, l'UNESCO qui célèbre le 50e anniversaire de la protection du patrimoine mondial. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de développer ces titres, un mot sur la visite effectuée aujourd'hui par le président cubain Miguel Díaz-Canel à la grande mosquée d'Alger, Jama al-Jazair. Le chef de l'État cubain a exprimé à cette occasion toute son admiration devant cette infrastructure qui se distingue à l'échelle internationale par son minaret le plus haut du monde. Miguel Díaz-Canel a signé au terme de cette visite le registre d'or de Jama al-Jazair. Et je vous le disais en ouverture de ce journal, second souffle pour le secteur automobile algérien à l'occasion de la publication du cahier des charges relatif à l'activité d'importation et de construction automobile. Le nouveau texte de loi régissant le secteur a été publié au journal officiel avec à la clé des conditions jugées à la fois attractives pour les constructeurs et structurantes pour le marché et l'écosystème algérien. Les détails avec Imen Merad. Surfant sur la bonne dynamique économique de l'année, notamment dans le dossier de l'investissement, l'Algérie s'apprête à relancer sous peu son industrie automobile, à la faveur de la publication du nouveau cahier des charges relatif à l'activité de concessionnaire et de construction de véhicules, à la grande joie des opérateurs économiques et des usagers de la route. D'abord, la parution de ce nouveau cahier des charges, aussi bien sur le volet commercial, c'est-à-dire des importations par les concessionnaires, que le volet de construction automobile via éventuellement des constructeurs qui souhaiteraient s'installer en Algérie. Eh ben, le cahier des charges dévoilé hier, publié hier dans le journal officiel, facilite les deux activités dans une large mesure. Parmi les nombreuses dispositions relatives à l'encadrement de l'activité par des mesures incitatives et des garde-fous, préservant l'économie nationale contre toutes sortes d'abus. Le nouveau texte de loi accorde une importance capitale aux conditions d'accès des constructeurs étrangers au marché national au taux d'intégration. À compter de l'obtention de l'agrément, un taux d'intégration est exigé, au minimum 10% au terme de la deuxième année, 30% devront être atteints au bout de la cinquième année. Je présume qu'elle va encourager les constructeurs à venir donc installer un outil de production parce que au bout de 5 années d'exercice, le taux d'intégration exigé n'est que de 30%. Cela va booster un petit peu la volonté des opérateurs dans le domaine de s'investir sur un marché porteur. Le constructeur bénéficie du régime fiscal préférentiel prévu pour les matières premières importées ou acquises localement, ainsi que pour les composants acquis auprès de sous-traitants locaux. Nous sommes à proximité de l'Europe, des marchés moyen-orientaux, des opérations d'export éventuellement peuvent être envisagées vers tous ces continents. Donc l'Algérie dispose d'une main-d'œuvre qualifiée, d'une main-d'œuvre accessible en termes de salaire. Dans l'ensemble, le législateur algérien a pris en considération l'impératif de mise en œuvre de conditions idoines à la croissance et au développement de l'écosystème de l'industrie automobile nationale, à commencer par les aspects du transfert technologique et de la sous-traitance sur laquelle les constructeurs devront inéluctablement s'appuyer. Et je vous le disais en titre également, la situation entre les deux Corées risque de se tendre davantage à la suite du lancement hier jeudi par la Corée du Nord d'un nouveau missile balistique en réponse au renforcement de l'alliance militaire entre Washington, Séoul et Tokyo.
Selon l'état-major sud-coréen, ce missile à courte portée, tiré depuis la région de Wonsan, a parcouru 240 km à une altitude maximale de 47 km, écoutant à ce titre la déclaration du Premier ministre sud-coréen. Le missile balistique lancé par la Corée du Nord semble être retombé dans notre zone économique exclusive à l'ouest d'Hokkaido. Nous avons sévèrement protesté auprès de la Corée du Nord, qui répète les actes de provocation à une fréquence sans précédent. Nous réitérons avec force que c'est absolument inacceptable. Et l'incident qui a suscité justement des remous sur le plan international, notamment chez les alliés de Séoul, la vice-présidente américaine Kamala Harris a tenu une réunion d'urgence conjointe avec les dirigeants du Japon, de la Corée du Sud et de l'Australie, mais également de la Nouvelle-Zélande et du Canada. Les détails avec Safwan Ben Sabri. Suite au tir de missiles intercontinental coréen tombé près de l'île japonaise d'Hokkaido, Kamala Harris a convoqué dans l'urgence une réunion avec plusieurs dirigeants concernés. Les dirigeants canadiens, australiens, japonais, néo-zélandais et sud-coréens ont exprimé leur inquiétude lors de leur rencontre ce vendredi suite au tir de missiles tombés dans les eaux japonaises. J'ai demandé à notre groupe d'alliés, de partenaires de venir se joindre à nous pour condamner le lancement de missiles balistiques à longue portée par la Corée du Nord ce matin. Je leur ai également demandé de nous rejoindre pour que nous puissions, en tant qu'alliés et partenaires, nous consulter sur les étapes à venir. Le tir survient dans un contexte de tension permanent entre les deux Corées, les États-Unis soupçonnant Pyongyang de vouloir procéder à un 7e essai nucléaire. La longue portée du missile inquiète notamment Washington, qui affirme que le missile est doté d'une portée pouvant atteindre le continent américain. La Maison-Blanche compte par ailleurs sur la République populaire de Chine pour user de son influence afin de pousser la Corée du Nord à amorcer une désescalade avec son voisin du Sud. Les États-Unis, déterminés à contrer la menace nord-coréenne, ont appelé à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. La posture chinoise sera, elle, déterminante pour la suite des événements. L'actualité en Asie du Nord-Est, toujours avec le sommet de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique APEC, qui se tient dans la capitale thaïlandaise Bangkok, en présence de 21 chefs d'État de la région. Il s'agit d'un rendez-vous diplomatique dominé par les répercussions économiques du conflit en Ukraine et la tension autour de la péninsule coréenne, justement. Et direction l'Égypte et les travaux de la COP27 qui se clôturent aujourd'hui. Le ministre des Affaires étrangères égyptien et président de la COP, Sameh Shoukry, intime aux représentants présents d'aborder ces dernières heures les discussions avec urgence. Il s'agit selon lui de terminer avec des débouchés robustes et tangibles. On l'écoute. Bien que le travail ait progressé sur le plan technique en politique, nous ne sommes pas là où nous devrions en être pour clore cette conférence avec des débouchés robustes et tangibles. COP27 toujours, et cette proposition soumise par l'Union européenne lors d'une séance plénière informelle de bilan. Bruxelles propose justement de créer un fonds de réponse aux pertes et dommages qui devrait être financé par une large base de donateurs. L'UE a également insisté sur le fait que la COP27 doit également prendre des engagements. Et dans l'esprit d'essayer d'aider à trouver des compromis, l'Union européenne voudrait faire l'offre suivante sur les pertes et dommages. Ce que nous proposons, c'est d'établir un fonds de réponse aux pertes et dommages pour les pays les plus vulnérables par l'AMC et en vertu de l'article 8 de l'accord de Paris. Et au Proche-Orient, la Palestine en deuil car Gaza pleure ses enfants. Au moins 21 personnes sont décédées hier soir lorsqu'un immense incendie a ravagé un immeuble résidentiel du camp de réfugiés de Jabalia. Une journée de deuil a été observée au moment où des funérailles émouvantes ont eu lieu ce vendredi. Retour sur cette tragédie avec Leila Gertal. Triste nuit que celle vécue par les Palestiniens dans le camp des réfugiés de Jabalia hier, comme si l'occupation ne suffisait pas à leur souffrance. Voilà que la vie s'acharne également sur ses habitants par les aléas qu'elle leur réserve. Un important incendie s'est déclaré dans un immeuble faisant
Au moins 21 morts selon des sources palestiniennes. 20 corps brûlés ont été transférés à l'hôpital de Jabalia et un nombre indéterminé de personnes ont été blessées. Du carburant stocké serait à l'origine de ce drame. Selon le directeur de l'hôpital de Jabalia, 7 enfants figurent parmi les morts et pour ajouter au drame, la grande majorité des victimes appartiennent à une seule famille, la famille d'Abou Raya, une famille qui s'était réunie pour célébrer le retour d'un de ses membres de l'étranger. Mais le sort en a décidé autrement pour eux. Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, a décrété ce vendredi journée de deuil national pour les victimes de l'incendie. Les drapeaux palestiniens sont mis en berne. Les Palestiniens pleurent ce vendredi les victimes de cette tragédie. Prions le Tout-Puissant de leur accorder sa miséricorde. Mahmoud Abbas demande à toutes les parties d'apporter leur aide aux familles des victimes. Les autorités palestiniennes ont déclaré qu'une enquête était en cours. Les opérations d'aide, bien sûr, se poursuivent, l'âme en peine. Et en réaction à cette tragédie, le porte-parole du ministère de l'Intérieur à Gaza s'est exprimé aujourd'hui. Je vous propose de l'écouter. Les enquêtes préliminaires ont révélé qu'il y avait un stock d'essence à l'intérieur de la maison, ce qui a contribué à provoquer un énorme incendie et un grand nombre de victimes. Les forces de défense civile ont récupéré 21 corps à l'intérieur de cette maison et ils ont été transférés à l'hôpital indonésien dans le nord de la bande de Gaza. Et par le biais d'un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, l'Algérie a justement présenté aujourd'hui ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes ainsi qu'à l'ensemble du peuple palestinien. L'actualité en Afrique également, c'est dans le cadre de l'initiative d'Accra que 7 pays d'Afrique de l'Ouest entament dans la capitale ghanéenne une réunion en vue d'accroître leur coopération dans la lutte contre la propagation du terrorisme au Sahel vers les côtes du golfe de Guinée. Lancé en 2017, ce forum regroupe le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo. Le Mali et le Niger ont le statut de pays observateurs. Cette conférence tombe à point nommé. Elle tombe à point nommé car elle nous offre une rare opportunité de nous pencher sur les mesures et les stratégies déployées jusqu'à présent pour faire face à la menace terroriste et extrémiste violente. Cette conférence, du moins pour nous, l'Union européenne, consiste à vous écouter. C'est écouter nos frères africains lorsqu'il s'agit d'évaluer les défis qu'ils tentent de relever. Écouter la meilleure expérience en matière de paix et de sécurité en Afrique de l'Ouest et en Afrique. Nous l'évoquions au titre, l'UNESCO célèbre le 50e anniversaire de sa convention visant à protéger les sites du patrimoine mondial. La directrice de l'agence déclare que la liste devrait être plus diversifiée sur le plan géographique, notamment en Afrique, et présente des projets visant à proposer des visites virtuelles des sites. Tout au long de ces 50 ans, beaucoup de sites ont été inscrits, mais nous avons encore 27 États membres faisant partie de la Convention, membres de la Convention qui n'ont aucun site inscrit sur la liste du patrimoine mondial. C'est particulièrement le cas de l'Afrique où 12 États n'ont pas du tout d'inscription et où de nombreux sites inscrits sont sur la liste des dangers. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur notre antenne.